Bénédicte Vignal, vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université Claude Bernard à Lyon. Je voudrais qu'avec vous, on plante un petit peu le décor, que nous parlions pour commencer du processus d'innovation dans le secteur sportif, qui finalement, aujourd'hui, se situe, et c'est ce que vous allez nous dire, à la croisée des chemins entre la sociologie et la technologie. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Alors, vous allez prendre un micro. Alors, tout d'abord, je vous remercie effectivement de m'avoir invité à partager sur cette thématique. Alors, première question, effectivement, comment on peut différencier invention et innovation? Si on veut faire court, on peut simplement se rappeler, l'innovation, c'est une invention qui a rencontré son marché. Autrement dit, elle va représenter la mise en œuvre de cette invention et son intégration dans un milieu social. C'est ça qui va faire la différence. On a l'habitude de dire qu'une innovation, elle va être adoptée, c'est important, hein, cette idée d'être adoptée, au moins par et dans un milieu social. C'est ça qui va faire la différence et c'est ce qu'on peut souhaiter aux inventions, aux innovations qui sont présentées cet après-midi dans le showroom. Il y a bon nombre d'inventions qui passent au concours Lépine, mais qui ne deviendront jamais des innovations parce qu'elles ne prendront pas du sens, elles ne seront pas utilisées par des usagers, elles ne parviendront pas à venir sur ce marché. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que vous arriviez à déceler la pratique de 3-4 malades dans un coin qui font un truc à une tendance de fond qui va véritablement d'abord devenir une innovation majeure et puis surtout ouvrir un marché? La différence, elle est où? Alors, on aimerait effectivement identifier des étapes, des marches à gravir, des processus linéaires. En fait, il n'est rien de tout ça, malheureusement. Il n'y a pas de recette magique dans la logique des innovations. L'innovation, ce n'est pas un processus linéaire. On a l'habitude de dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille, et les innovateurs qui sont ici le savent très bien. Il y a des bifurcations, il y a des allers-retours. Ce qu'il faut imaginer, c'est davantage un maillage, un réseau qui va comprendre un inventeur génial, une technologie, des matériaux, des conditions pratiques, et on le verra dans les milieux urbains ou dans les milieux outdoor, c'est des éléments très importants. Et tout cet ensemble de choses va s'agglomérer, va créer un réseau qui va être le plus solide possible. Il va y avoir des banquiers, hein, on a parlé de la BPI tout à l'heure, enfin, il va y avoir un maximum d'acteurs qui sont à la fois humains ou non humains et qui vont construire ce réseau qui va devenir une innovation. Alors, il y a effectivement un point de départ très souvent qui peut être ce qu'on appelle l'idée, l'idéation, l'intention de départ, faire le sac à dos le plus léger, la chaussure de trail la plus solide, etc. Ça peut partir de là, mais après, derrière, on verra que il y a une multitude de choses qui se passent et qu'on ne peut pas tracer une ligne directe en disant, ben voilà, on fait d'abord du marketing, après on va penser aux designers, etc. Tout ça se mélange et c'est le lien entre les acteurs. Comment les acteurs entre eux, ils arrivent à traduire leurs besoins, se convaincre de participer à ce projet. C'est un défi, hein, c'est souvent un défi humain, mais c'est aussi un défi techno. C'est un mélange des deux. C'est ça qui va faire la différence. Et puis l'arrivée, ben, c'est effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure. Le point d'arrivée, c'est le moment où il va y avoir des usagers, on va être sur le marché, on va s'approprier ce produit et on va l'utiliser. Là, on est vraiment à l'arrivée. Mais je suis un peu décevante, effectivement. Je ne peux pas vous donner la recette magique. On parlera tout à l'heure avec d'autres invités du rôle de levier que jouent les marques, que jouent les médias aussi. Je voudrais maintenant parler à la sociologue que vous êtes. Qui sont les pratiquants de sport urbain? Quelles sont leurs motivations? Et comme l'aurait dit Bernard Catla en son temps, quel est leur socio-style à ces gens-là? Est-ce qu'ils en ont un particulier? Alors, est-ce que d'abord on peut définir ce que c'est qu'un pratiquant urbain? On peut se poser cette question. Qui fait du sport en ville, quoi. Alors voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui habite en ville, qui vit en ville, qui pratique en ville, en milieu urbain en tout cas?
déjà, on a une certitude, c'est que la majorité des pratiquants d'activités physiques et sportives en France sont justement des urbains, notamment en raison de la répartition de l'offre. Il y a beaucoup plus d'offres en milieu urbain, et puis effectivement la répartition de la population. Le profil type, le socio-style type, il est relatif finalement à une majorité de pratiquants, et là on aura un jeune homme plutôt diplômé qui va être la figure idéale typique. Cependant, une fois encore, c'est pas aussi simple. En fonction des pratiques sportives, on retrouvera des profils différents en termes de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles, de culture, etc. La chose à noter aussi, c'est que les Français, ils sont multi-pratiquants. Je pense qu'on le reverra tout à l'heure avec les autres invités. En moyenne, ils pratiquent au moins 3 activités physiques ou sportives par an. Donc ils passent de l'une à l'autre et ils peuvent très bien se retrouver en milieu urbain comme en montagne dans leur pratique physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les 16-25 ans qui sont les plus curieux d'essayer de nouvelles activités, comme celle dont on a parlé tout à l'heure par exemple, et qu'ils vont être à la fois des pratiquants réguliers et intensifs. Pour l'ensemble des pratiquants en milieu urbain, ce qu'on reconnaît surtout, c'est la volonté de minimiser les contraintes. Minimiser les contraintes, ça veut dire aller vers des pratiques qui sont peu encadrées, auto-organisées, et malheureusement pour le milieu peut-être fédéral sportif, en dehors des systèmes organisés, des systèmes contraints. Je crois que les données, c'est à peu près un pratiquant sur 4 qui est licencié d'une fédération. Mais pour autant, ils sont engagés dans une pratique et pour autant, ils ont des motivations. La motivation aujourd'hui des pratiquants d'activités physiques et sportives, elle est connue de tous, c'est la santé. Ça, quel que soit l'âge, on a cette intention, en tout cas cette motivation qui apparaît. Et quel que soit aussi le type d'activité sur lequel on fait. Hein. On parle de sport, tout à l'heure Nathan se posait la question de savoir s'il était sportif ou pas, à partir du moment où il y a cette logique d'activité physique. La deuxième motivation, c'est la détente. Se détendre, se reconcentrer sur soi ou évacuer certaines contraintes. Donc on assiste depuis quelques années à un mouvement de délocalisation dont Nathan a aussi parlé tout à l'heure, où on va ramener les pratiques outdoor, les pratiques de nature, vers les villes, vers les périphéries, vers là où sont les populations. Ce premier mouvement, il est très important aujourd'hui et il est renforcé par la volonté aussi d'aller vers des pratiques indoor. On a une indoorisation des pratiques. Donc on va ramener des pratiques en ville. Donc on a des stades d'eau vive à la périphérie des villes. On a la possibilité de pratiquer dans des salles d'escalade, des salles de bloc. C'est de plus en plus répandu. On va même ramener les VTT et les BMX dans des salles pour pratiquer. Donc ce phénomène de retour et de délocalisation des pratiques est quelque chose d'assez important et qui va favoriser aussi la pratique en milieu urbain. Il y a aussi les marques, ouais. Il y a aussi les marques, il y a aussi les tribus, il y a les codes d'appartenance, il y a une ambiance, il y a des looks particuliers, quoi. Alors il y a effectivement la consommation sportive, elle est marquée par beaucoup de signes. Aujourd'hui, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la consommation sportive, elle va essentiellement dépendre des conditions d'existence de la personne, où il vit, avec qui il se promène, ce qu'il a fait avec ses parents, voilà. Donc ça va être le premier effet. Donc ça va lui donner déjà certaines dimensions dans ses choix de consommateurs sportifs. Quand je parle de consommation sportive, c'est tout confondu, des services, des produits, des biens, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation sportive, elle est aussi source de construction, d'une construction identitaire qui est à la fois une identité individuelle, une identité sociale, une identité collective. À partir de là, on peut parler de consommateurs, de communautés de marques. Et ces communautés de marques,
elles vont rassembler des gens, des groupes qui sont conscients d'eux-mêmes, qui choisissent cette marque, cette activité. Alors, je dis communauté de marque, mais ça peut être des communautés de pratique, ces sortes de sous-cultures à l'intérieur de la société, qui vont se rassembler dans une logique de cohésion. C'est des groupes qui sont assez soudés, hein, dans lesquels on peut avoir des rites initiatiques pour rentrer dans cette communauté, et qui vont se construire parfois par opposition à d'autres communautés. Je prends peut-être un exemple qui peut parler à tout le monde, c'est si on appartient à la communauté des pratiquants de Harley-Davidson, eh bien on ne sera pas évidemment des usagers de motos japonaises. C'est la même chose avec Adidas et Nike, etc. Donc ces communautés de pratique, elles vont être très utiles dans on va dire dans la mise en marché des innovations, parce que il y a aussi un comportement, un ethos qui est partagé par l'ensemble des membres de ce groupe, c'est-à-dire des comportements, des goûts, des façons de penser, des valeurs qui vont être au cœur de ça. C'est ça qui va être le ressort. On le voit par exemple sur les rapports au corps dans le crossfit ou des choses comme ça, où on a des communautés de pratique qui ont les mêmes façons de voir les choses. Je vous interromps 2 secondes. Nathan, vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit? Voilà, je suis jeune, 16-25 ans, j'ai la barbe, porte un sac à dos, je fais de la slackline. Enfin, vous vous reconnaissez dans ce portrait-là aujourd'hui? Alors oui, un petit peu. Après, c'est vrai que chaque sport, chaque pratique a sa communauté. Des fois, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est un peu stéréotypé. Les slackliners, on va avoir une ambiance dans les parcs, à fumer des pétards avec des dreads et lâcher dans le stéréotype complet. Hein. Mais ce qui est bien aujourd'hui, je trouve aussi, c'est que... Non, mais c'est ce que j'entends des fois. Hein. Et ce que je vois aussi des fois, et ce que je ressens. Sur la slackline, je ne le sens pas trop, mais enfin... Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a ces groupes, et puis il y a aussi un mélange. Moi, dans les copains qui pratiquent, dans ceux que j'ai rencontrés dans ce milieu-là, il y avait des médecins, des avocats, des chômeurs, de tous les milieux différents. Et donc, peut-être aujourd'hui, il y a une ouverture aussi à ces pratiques un peu alternatives qui se fait à tous et qui est pas forcément, comment on pourrait dire, ciblé sur des catégories de personnes. Après, c'est vrai que dans les sports urbains, c'est sûr que c'est des jeunes entre 16 et 25 ans, avec quelques grands gamins, on va dire, qui reviennent dans ces milieux-là. Et c'est tout à fait juste et intéressant d'entendre ce discours-là. Bénédicte, je reviens avec vous. Juste pour oui, terminer, juste une seconde, on est vraiment dans cette dialectique en fait, c'est la volonté à la fois d'appartenir à un groupe, mais aussi d'être différent. Et là aussi, les marques l'ont bien compris avec les produits qui vont être customisés, où chacun peut créer sa propre paire de baskets avec les propres couleurs. Donc on a aussi cette dialectique, hein. Le groupe et en même temps l'individu, l'individualité, l'identification. Comment vous définiriez le processus d'innovation dans le secteur sportif, en tout cas pour ce qui concerne le sport urbain, et à travers ce que vous venez de dire, est-ce que c'est finalement, il naît d'une observation sociologique, plus d'abord d'une évolution technique? Est-ce qu'il y a plus de sociologie, d'observation sociologique que de technologie? Alors, depuis déjà quelques années, on a une quasi-injonction à l'innovation. Ça devient... quelque chose qui est de plus en plus présent aussi bien dans les entreprises, que ce soit les TPE ou les grandes entreprises. Et le secteur sportif, il ne déroge pas du tout à cette règle. Il est très actif dans le secteur de l'innovation, qu'elle soit de matériel ou de service. Donc il n'y a rien à envier à ce domaine en termes d'inventivité, de recherche et développement. Et très tôt, dans le secteur sportif, on a eu des lead users, des gens qui ont... eux-mêmes imaginer des produits, bricoler. Les premiers VTT ont été créés comme ça, par exemple. Et ça montre l'importance de la relation entre le techno et le social. Les inventeurs entrepreneurs, hein, dans la région Rhône-Alpes, on a beaucoup de gens qui ont eu d'abord une idée, qui ont inventé quelque chose, qui ont cherché à la commercialiser et n'arrivent pas à convaincre suffisamment de distributeurs. Ils ont dû devenir entrepreneurs. Je pense à Guidetti par exemple, dont j'ai vu des bâtons là tout à l'heure,
racheté par GT. Donc on est sur ces dimensions-là où on va prendre en compte les usages, les usagers, la techno, la culture sportive. Tout ça fait un tout. Donc quand on pense innovation, on pense croissance, peut-être recherche de valeur, modèle économique, et pourtant l'innovation, elle est éminemment sociale. Inversement, il y a peut-être un petit bémol aussi pour les entreprises, c'est que l'innovation, elle est perçue comme un levier de croissance, mais elle demande beaucoup d'énergie. Elle demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources financières, humaines, pour fonctionner. Ça peut être à certains moments une difficulté. Dans tous les cas, elle sera un apprentissage et elle permettra aux entreprises d'avancer et sûrement de se construire par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a aussi des entreprises qui se mettent en danger en ayant une course à l'innovation permanente. Juste une question, je rebondis sur un terme, un anglicisme que vous avez employé. Ça compte encore, il y a des leaders d'opinion? Il y a encore des leaders d'opinion et la plupart des gens qui innovent cherchent des porte-paroles de ces usagers, font tester leurs produits. On est de plus en plus là-dedans. C'est là où le milieu sportif est assez bon, entre guillemets, c'est qu'il y a une prise en compte de la communauté des pratiquants, la plupart du temps. Ce qu'on connaît dans le milieu de la mode avec les influenceuses sur Instagram, machin, ça existe ça Oui, ça existe complètement. Et on a des gens dans les entreprises qui sont identifiés comme des conseillers techniques, des experts, et qui sont très utiles justement à transformer l'invention en innovation. Alors, une dernière question. Comment on fait la part des choses entre la technique, l'analyse sociologique? Est-ce qu'il y a un bon dosage, est-ce qu'il y a une recette pour être à peu près sûr de son coup? Alors déjà, ce qu'il faut être certain, c'est qu'il faut faire le lien entre les deux. Et si je continue la métaphore de la recette, j'avais envie de dire que c'est un cocktail. C'est un cocktail dans lequel chaque élément est important, mais c'est surtout la capacité à faire un tout, d'accord, à faire quelque chose, à faire un tout qui va être important. Merci beaucoup, Bénédicte Vignal.